Et comme je l'annonçais à l'instant, c'est la chronique économique avec François-Xavier Nouveau. Bonjour François-Xavier. Bonjour Gilles Christ, bonjour chers amis téléspectateurs. Ravi de vous retrouver en ce mardi pour la chronique économique. On va parler aujourd'hui du voyage prochain de Patrice Talon au Japon, plus précisément au TICAD 7, qui aura lieu à Yokohama. Oui, le TICAD, ce n'est plus ni moins que, ce n'est ni plus ni moins que la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, hein. Une conférence qui a été initiée en 1993 et qui était censée, disons, bâtir des ponts entre le pays du soleil levant et les pays africains. Il faut dire que le Japon a été un acteur historique, hein, de l'aide internationale. Donc très tôt, depuis les années 90, le Japon a mis en place des programmes devant aider les pays africains à sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Maintenant, il faut dire qu'entre-temps, ce pays s'est fait dépasser, hein, ce pays s'est fait doubler sur le chemin, sur le chantier de l'aide au développement par des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Et au dire, hein, du secteur privé, parce qu'il y a depuis cette semaine des conférences préparatoires à ce grand sommet. De ce qu'on peut en tirer jusqu'à présent, il y a la volonté, surtout du secteur privé japonais, qu'on sait très performant, hein, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'électrotechnique, dans le domaine financier également. On sait très bien que ce secteur privé est à même d'apporter ce que le secteur privé chinois tente d'apporter depuis grosso modo une vingtaine d'années avec plus d'acuité, et les faveurs, hein, que le marché américain offre par exemple aux exportateurs africains à travers du programme AGOA, ou encore des programmes comme le MCA dont notre pays a bénéficié jusqu'à présent de deux phases. Donc de ce côté-là, il y a une double envie celle du Japon de rattraper le temps perdu et d'essayer de se repositionner sur le chantier de l'aide au développement, surtout que son marché intérieur depuis quelques années est tiré par une croissance vers le bas. On sait aussi que le Japon coule depuis quelques années aussi sur une dette intérieure assez puissante. Et donc il y a besoin de trouver des débouchés à ces investisseurs, à ces investisseurs du secteur privé, et c'est dit clairement. D'ailleurs, donc c'est sûr, c'est assez tôt que le sommet devrait se tenir. Alors pour des pays comme le nôtre, le Japon et le Bénin, c'est une histoire qui date de plusieurs années. Le Japon est un partenaire historique de notre pays. Partenaire économique? Partenaire économique, diplomatique, financier sur tous les plans. Le Japon s'est toujours tenu aux côtés de notre pays. Mais est-ce que les administrations précédentes en ont vraiment tiré quelque chose de... Parce qu'on sait ce pays très très pragmatique. Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que nous avons un dirigeant aussi pragmatique qui multiplie les chantiers pouvant nous permettre de diversifier nos sources d'investissement. Donc on peut dire que ce sont deux volontés qui vont se rencontrer d'ici la fin du mois, pour pouvoir permettre à notre pays d'ouvrir d'autres pistes d'investissement venant du pays du soleil levant. Sur le plan au présent, nous pouvons citer l'hôpital de zone d'Alada qui est en train d'être qui est construit sous fonds japonais. Nous avons d'autres projets, nous avons les dons de riz japonais, on s'y est habitué. Il y a des bourses d'études, ainsi de suite vers ce pays, même si on sait que c'est l'un des pays les plus fermés de la planète. Le taux d'immigration est pratiquement négligeable. Et il y a eu cette volonté exprimée depuis 5 à 6 ans du Japon de commencer par s'ouvrir un peu, parce que historiquement c'est un pays qui est assez fermé, pas seulement aux Africains mais aussi aux Occidentaux. C'est un pays assez replié sur lui-même, qui a une histoire qui l'incline dans ce sens, mais aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils ont perdu du terrain déjà par rapport à leurs voisins chinois, parce que aussi il y a cette bataille géopolitique qui se mène de ce côté-là de l'Asie. Donc le Japon doit absolument reprendre pied sur le continent. Donc
dans une année, hein, vous avez souvent le sommet sino-africain. Vous avez eu le grand raout américano-africain qui s'est tenu il y a quelques semaines. Et le Japon, il y a également celui avec l'Union européenne. Donc il faut dire que l'Afrique est devenue un enjeu assez important aux yeux des grandes puissances. Et un pays comme le nôtre, avec le pragmatisme qui caractérise l'administration actuelle, pourrait tirer les marrons du feu et pourrait arriver à ouvrir d'autres pistes pouvant nous permettre de financer notre croissant besoin en infrastructures modernes, l'envie de booster notre production agricole et pourquoi pas d'ouvrir un nouveau marché à l'export pour nos produits. Parce qu'il faut dire que certains panafricanistes se poseraient la question, et même peut-être des experts en économie, mais qui sont panafricanistes, se diraient, mais pourquoi un sommet sur le développement de l'Afrique qui se tient au Japon? Vous avez tout à l'heure évoqué le sommet sino-africain entre la Chine et l'Afrique, qui s'est tenu il y a peu d'ailleurs à Pékin. Comment expliquer qu'on réfléchisse sur le développement de l'Afrique, mais hors de l'Afrique? Déjà, si vous me le permettez, jusqu'à preuve du contraire, le panafricanisme n'a encore nourri personne. On a des problèmes sérieux, on a des problèmes d'employabilité, avant même des problèmes d'emploi, on a des problèmes d'employabilité, on a des besoins immenses en infrastructure. C'est tout à fait normal hein, que déjà, je pense, il y a eu quelques années où le sommet a été diversifié. Le sommet s'est déjà tenu une fois sur le continent africain, mais c'est le Japon qui a été demandeur, qui a initié ce partenariat. Donc il ne s'agit pas voilà, d'agiter des chiffons rouges du type voilà, encore un nouveau colonisateur, mais c'est ce pays, cette grande puissance qui a initié ce partenariat avec l'Afrique. Alors, le lieu importe peu, tant que, comme on dit en anglais, tant que le business se fait. Et aujourd'hui, il faut dire que particulièrement par rapport au Japon, on ne peut pas dire que le Japon soit habitué, le secteur privé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de l'État japonais, mais on parle principalement du secteur privé. Des investisseurs. Des investisseurs ne sont pas très habitués, n'ont pas pris pour habitude de sortir quelque peu de leurs frontières. Le Japon a été tourné la plus grande partie depuis 1945, surtout vers les États-Unis, vers son environnement immédiat et vers l'Europe également, via le marché de l'automobile. Au-delà de ça, le Japon ne s'aventure guère plus loin que ça. Voilà. Sur le domaine humanitaire également, le Japon, vous savez, jusqu'en 2008, le Japon avait pour intensité constitutionnelle, le Japon suite à la guerre de 1945, le Japon avait pour interdiction, le Japon s'était donné comme interdiction formelle de déployer des troupes hors de son pays. Il y a eu une révolution dans ce sens dès 2008 pour fournir des troupes à l'ONU sur les foyers de tension ici et là. Donc le Japon est en train d'opérer sa mue petit à petit. Et donc il faut dire que... Donc en réalité, ce n'est pas un marché de dupes. Ce n'est pas un marché de dupes tant qu'on sait négocier. Parce que, encore une fois, s'il y a une caractéristique particulière à ce peuple japonais, c'est son pragmatisme. Donc, par rapport à cela, c'est aux pays qui font le tour de table d'exprimer clairement leurs besoins et de tisser les liens qu'il faut pour permettre aux investisseurs japonais d'investir notre continent, de s'intéresser à eux. Donc aujourd'hui, nous avons une chance extraordinaire. Les Américains sont en train de réfléchir à un autre plan, de mettre l'AGOA de côté et de réfléchir à un autre plan pour pouvoir contrer la Chine qui prend un peu plus de part de marché sur le continent. Donc c'est une chance inouïe et une chance unique pour des pays comme le nôtre de pouvoir diversifier leurs sources de revenus. La plus grande, pour preuve, la plus grande acquisition d'un groupe japonais ces dernières années sur le continent africain, c'est le groupe CFAO, par exemple. À part ça, vous verrez très peu de banques africaines œuvrer sur le continent, sauf via des prêts concessionnels entre États. Donc aujourd'hui, il y a un marché qui a ouvert. Le capitalisme japonais est caractérisé par son sérieux. Ils ont plutôt bonne presse sur le continent. Ils sont encore une fois, je ne le répéterai jamais, assez pragmatiques dans les affaires. Donc c'est à nos
à nos dirigeants et on peut compter sur le chef de l'État pour ça, puisque Oui. si on regarde un peu tout ce qui a été récolté ces dernières années sur des chantiers inespérés, sur la Norvège, l'Europe de l'Ouest, l'Islande, ainsi de suite. Donc on peut compter sur le chef de l'État et son équipe pour pouvoir jeter des ponts durables, pouvant nous permettre de puiser dans un autre canal d'investissement. Et ce ne serait que tout bénéf pour les immenses projets d'infrastructure Très qui bien. sont au devant de nous. Bon, pour faire clair, François-Xavier Noumon, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les États-Unis d'Amérique, pour la Chine, pour le Japon et parfois aussi pour la France, l'Afrique est un grand Pour enjeu l'Union aujourd'hui. européenne, oui. Pour l'Union européenne, Oui. voilà. L'Afrique est un enjeu, mais pas un gâteau à couper ou encore à balkaniser comme au bon vieux temps de la colonisation. L'avantage de ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se découvrent très clairement, c'est que plus personne ne peut se cacher aujourd'hui. Les intentions sont doivent être clairement exprimées. Il ne faut jamais oublier. Et on va à la table avec carte sur table. Carte sur table. Encore une fois, pour les pays qui savent jouer le coup. L'Afrique demeure le continent des matières premières. Aujourd'hui, pour les pays qui peuvent l'exprimer autrement, en insistant sur la transformation des matières premières, en s'ouvrant d'autres chantiers d'exportation gagnant-gagnant, ces deals qui se présentent devant nous ne seront que bénéfiques. Il ne faut pas oublier l'Inde aussi. Oui. L'Inde qui s'impose aussi en grand partenaire, c'est un pays qui a plus d'1 milliard d'habitants, qui a des besoins colossaux en termes de matières premières. Le Bénin exporte en grande partie son anacarde vers ce pays. Donc voilà, il y a un enjeu, disons, global. On est comme les gens me le disent, on est dans ce qu'on appelle la globalisation. Là, on y touche du doigt vraiment. Maintenant, à nous de savoir jouer les bonnes cartes pour pouvoir tirer pour pouvoir tirer des bénéfices palpables de ce jeu d'acteurs qui peut ne pas être un jeu de dupes si nous savons tirer les bonnes cartes. Et encore une fois, on peut compter sur l'administration actuelle qui a plutôt montré à maintes fois qu'elle sait gérer ces genres de situations. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon, pour toutes vos explications sur la chronique économique